Bonjour, après la séance des questions d'actualité au gouvernement cet après-midi au Sénat, nous refaisons ensemble la séance sur ces différents thèmes d'actualité avec nos invités. On démarre tout de suite avec le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Sénat qui discute cette semaine de votre projet de loi sur la refondation de l'école est en plein débat ici au Sénat. La Cour des comptes a jeté hier ce pavé dans la mare, ce rapport assez critique pour la politique du gouvernement, notamment sur le recrutement supplémentaire de 60 000 enseignants. Non, je crois l'inverse. Ce rapport s'est arrêté en 2012, si on se donne la peine de le lire. Nous sommes arrivés en 2012, donc ça ne doit pas concerner la politique de ce gouvernement. Ce rapport dit beaucoup de choses. Il dit une chose, et c'est peut-être... critique quand même le recrutement supplémentaire d'enseignants. Non, il dit que la question est au-delà des questions de nombre, les réformes de qualité que l'on peut faire. Donc il n'y a pas que le quantitatif. Et il insiste sur le qualitatif, tout en disant la ressource principale dans l'éducation nationale, ce sont les enseignants. Il faut mieux les former, c'est ce que nous faisons. Il faut les recruter différemment. On vient de changer les concours pour qu'ils soient plus professionnels. Il faut mieux les payer. Il faut revoir leurs obligations de service, le vieux serpent de mer qui a 30 ans quand même. Bon. Et nous venons de le faire pour les professeurs du primaire. Donc c'est pour ça que j'ai moi eu un accueil positif de ce rapport, car il semble au contraire dire des choses pour moi de bon sens. On a besoin de postes, on l'a vu, parce que si vous voulez former les enseignants, par exemple, c'est 27 000 postes. C'est le projet qu'on débat aujourd'hui au Sénat. Et puis ensuite, il faut quand même utiliser les moyens de l'éducation nationale. C'est notre responsabilité, surtout quand on donne une priorité, pour mener de grandes réformes qui permettent... Parce que ce que dit quand même la Cour des comptes, c'est que ces moyens, les moyens de l'éducation nationale sont plutôt suffisants, mais ils sont mal utilisés. Et le rapport prône quand même une révolution autour de l'efficacité de ces moyens. Non, révolution, non, parce que ce sont des idées qui sont dans la discussion depuis 20 ans. Bon, mais il faut le faire. C'est pour ça, vous avez vu qu'on fait la réforme du temps scolaire, qu'on fait la réforme de la formation, qu'on fait la réforme du métier, qu'on fait la réforme du primaire. Et donc on suit en réalité des recommandations qui sont celles de la Cour des comptes, mais souvent de tous les experts. Après, il y a quelques sujets qui sont difficiles. Moi, je suis tout à fait favorable à l'idée de mieux payer les professeurs. Mais la Cour des comptes, d'un autre côté, dit qu'il faut diminuer les dépenses de l'État. Donc ça veut dire quoi exactement? La Cour des comptes n'entre pas dans une logique de mise en œuvre de ces préconisations. Or, toute la difficulté dans le champ de l'éducation, comme dans d'autres, c'est pas de dire « il y a qu'à Faucon », c'est d'être capable de le faire. Et le grand enjeu qui est le nôtre depuis un an, c'est de conduire ces réformes. Et le beau débat qu'il y a aujourd'hui au Sénat, c'est de nous permettre de mener les grandes réformes dont on a besoin sur le service public du numérique pour faire réussir les élèves, sur les zones d'éducation prioritaire, sur la coordination entre l'école élémentaire et le collège, ça n'existe pas en France, sur l'apprentissage des langues vivantes, nous voyons bien que nous avons du retard, sur la capacité donnée aux élèves de mieux s'orienter, sur la lutte contre le décrochage, nous avons déjà des résultats. Donc non, je crois que c'est un rapport intéressant. Mais vous savez, défendez votre Sénat. La loi, elle est au Sénat. Le rapport de la Cour des comptes, il est venu pour faire une effraction médiatique au moment du débat du Sénat. Chacun dans son rôle. Donc timing la grande loi, vous dites? Je ne dis pas inopportun, je dis faites attention, la loi, elle porte les réformes. Donc parlons des réformes que la France est en train de faire et ne soyons pas encore, parce que c'est le pavé dans la mare dont vous parlez, c'est le pavé sur votre tête, c'est de toujours dire, en gros, la France, ça va pas. Depuis un an, l'éducation nationale se réforme comme jamais. Alors parlons-en. Justement, est-ce que cette loi pour la refondation de l'école, est-ce que vous êtes fixé des objectifs pour remonter par exemple dans le classement de l'OCDE en termes de réussite scolaire? Il le faut, bien entendu. La France n'est pas très bien classée, 18e. Il faut diminuer nos sorties, les décrocheurs, sans aucune qualification. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs? Oui, ils sont bien connus, ils ont été dans la campagne présidentielle. La moitié en 5 ans, 20 000 cette année, nous avons déjà obtenu 10 000 en 3 mois. Donc la France, là, est en train de gagner par la mobilisation des gens dont on ne parle jamais, les acteurs de terrain. Les gens qui, dans les conseils régionaux, dans les administrations de l'État, se sont regroupés, à partir d'ailleurs des plateformes qui avaient été faites par la droite avant. Et nous avons amené le reste, c'est-à-dire les solutions, y compris, vous savez, pour les décrocheurs, sur leur smartphone, aujourd'hui, la possibilité de localiser les offres d'éducation autour d'eux. Ça marche évidemment avec les jeunes. Et on a dépassé les objectifs qu'on s'était donnés sur cette année. Et donc nous sommes déjà à 9 000 sur les 3 premiers mois. Nous avions fixé 20 000 pour l'année. Sur chaque sujet, nous devons être évalués. Nous devons réussir. Pas pour nous, mais évidemment pour les élèves.
Pour revenir au rapport, je suis désolée, j'y reviens encore, mais par exemple, la Cour des comptes préconise de mettre dans les zones les plus défavorisées en termes d'enseignement scolaire les professeurs d'école les plus expérimentés ou les meilleurs. Est-ce que ça serait possible? Et pas les débutants, c'est souvent ce qui se passe dans la réalité. Bon, d'abord les débutants dont vous parlez, la différence à la rentrée, c'est que... ça on a compris la réforme. Non, personne n'a compris puisque vous n'en parlez pas. On va les former, donc il y aura les écoles supérieures. Deuxièmement, les 60 000 postes servent à ça, 27 000 postes, c'est bien pour former, et c'est en même temps pour mettre des moyens supplémentaires dans les zones dont parle la Cour des comptes, c'est-à-dire en difficulté. Pour l'accueil des moins de 3 ans, c'est fondamental pour la réussite des enfants en difficulté et de milieux sociaux défavorisés. Pour le plus de maîtres que de classe, c'est-à-dire de nouvelles pédagogies, en particulier aux cours préparatoires, et donc permettre cette réussite qui nous permettra d'aller progresser dans les classements PISA. Et puis, bien entendu, j'ai annoncé depuis plusieurs mois que nous allons ouvrir une discussion à l'automne sur le métier d'enseignant, dans lequel ces questions d'affectation doivent être posées. Un précédent rapport de la Cour des comptes avait déjà montré que nous investissons publiquement davantage d'argent souvent dans les zones favorisées que dans les zones défavorisées. Ça n'est pas correct et c'est lié souvent à la rétribution des fonctionnaires qui exercent puisqu'on met les jeunes là où c'est le plus difficile. Donc ça fait partie de la négociation qui va s'ouvrir. Une mesure symbolique pour finir votée hier soir par le Sénat, c'est-à-dire la devise républicaine, le drapeau français dans toutes les écoles, également l'affichage pour qu'elle soit vue par tout le monde de la Déclaration des droits de l'homme. C'était important d'avoir ces symboles nationaux à portée de tous à l'école? C'est important parce que nous avons à transmettre nos valeurs. C'est la fonction de l'école. La République doit se défendre. Les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, mais aussi les valeurs de l'école. Le jugement, la précision, la quête de l'information, le jugement critique, tout ça c'est fondamental. Donc on doit permettre que les enfants s'instruisent. On doit leur permettre de s'insérer professionnellement. On a 25% de nos jeunes en France au chômage. Et on doit aussi ça passe par ces symboles nationaux? Et on doit aussi leur transmettre des valeurs. Donc il y a 3 fonctions à l'école. Et il ne faut pas lâcher la 3e. On l'a trop lâché ces dernières années. Très bien. Écoutez, merci Vincent Peillon. La discussion sur votre texte sur l'école se poursuit au Sénat jusqu'à samedi, sans doute, c'est ça? Vous attendez un vote dans la journée de samedi? En tout cas, les sénatrices, elles sont nombreuses et je les salue. Et les sénateurs mènent une belle discussion. Et comme ministre, je suis heureux d'être là et ils enrichissent le texte au fur et à mesure des débats. Très bien, merci. Je vais vous laisser rejoindre l'hémicycle puisque la discussion autour de ce projet de loi va reprendre dans quelques minutes ici au Sénat. Tout à l'heure, c'est un autre ministre du gouvernement qui était sur notre plateau, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Il est notamment revenu sur l'attentat horrible d'un militaire hier à Londres, en pleine rue. On écoute tout de suite cette interview réalisée il y a quelques minutes de Manuel Valls. Manuel Valls, bonjour, merci d'être avec nous. Londres sous le choc aujourd'hui après le meurtre horrible hier d'un militaire en pleine rue. Est-ce qu'on peut craindre de pareilles actions en France? La France, comme d'autres pays européens et dans le monde, est soumise à une menace. Le terrorisme a frappé il y a un peu plus d'un an à Toulouse et à Montauban. Nous avons démantelé plusieurs filières, des groupes. Des individus ont été arrêtés au cours de ces derniers mois. Je pense notamment à ceux qui avaient commis un attentat, fort heureusement loin des objectifs de ces terroristes, mais à Sarcelles le 19 septembre dernier. Donc il faut être évidemment vigilant, mobilisé. C'est tout le travail des services de renseignement. Mais évidemment, ce qui s'est passé à Londres est particulièrement préoccupant. Et j'adresse à travers vous toute la solidarité du gouvernement aux autorités britanniques, au peuple britannique, touché, meurtri par cet attentat atroce. Vous faites le parallèle entre l'affaire Mera et ce qui s'est passé à Londres sur ce genre de type d'affaires. Ça montre quoi? L'éclatement des réseaux terroristes qui finalement misent surtout sur des coups d'éclat de personnes isolées? Je l'ai dit ici même au Sénat quand j'ai défendu la loi antiterroriste qui a été adoptée à une très large majorité. Nous faisons face à un ennemi extérieur, un terrorisme extérieur qui peut s'attaquer à nos intérêts, à nos ressortissants, à nos soldats. Ce terrorisme, il est présent. Regardez ce qui s'est passé il y a encore quelques heures au Niger. Et puis il y a un terrorisme intérieur, hybride, avec des individus qui peuvent s'auto-radicaliser. Ce qui s'est passé à Boston ressemble davantage à ce qui s'est passé en France avec Mohamed Merah. Ce qui s'est passé à Londres hier ressemble à ce qui s'est passé il y a quelques mois à Bruxelles, où un Français s'est attaqué à 2 policiers belges, les poignardant.
Donc nous avons cette situation depuis longtemps, nécessite à la fois une très grande coopération au niveau européen. Le 7 juin prochain, je rencontrerai mes homologues ministres de l'Intérieur européens et nous aurons une réunion notamment sur la question de cette autoradicalisation, mais aussi sur les filières d'Européens qui vont combattre en Syrie et qui représentent, puisqu'ils sont sans doute plusieurs centaines au niveau européen, un véritable danger pour nos intérêts, pour notre démocratie. Donc je veux dire à nos compatriotes que nous sommes mobilisés face à cette menace. C'est ma responsabilité que de mobiliser les services de renseignement intérieur, la police et la gendarmerie, qui sont particulièrement vigilantes. Et renforcement de la sécurité sur certains sites, en particulier en France. Vous savez, notamment depuis l'intervention utile, nécessaire pour combattre le terrorisme d'abord au Mali, le Premier ministre a décidé, à la demande du Président de la République, d'augmenter le niveau de vigilance du plan Vigipirate. Mais il faut une très grande vigilance, non seulement des forces de l'ordre, mais de tous les citoyens. Combattre le terrorisme qui prône le totalitarisme, qui s'attaque à nos valeurs fondamentales, pas uniquement en France, mais partout dans le monde, nécessite une mobilisation de l'ensemble de la société. La manifestation dimanche contre le mariage pour tous, on a vu ces dernières semaines qu'il y avait beaucoup de groupuscules assez agités. Est-ce que vous craignez des débordements dimanche prochain lors de cette manifestation? D'abord, je veux rappeler que le droit de manifester est un droit constitutionnel, démocratique, qui doit être entièrement préservé. Les forces de l'ordre seront présentes, mais je ne vous cache pas mon inquiétude, effectivement, liée à ces groupes d'extrême droite identitaires, qui ont été présents dans les différentes manifestations, qui s'en sont pris aux forces de l'ordre avec une très grande violence. Je rappelle qu'il y a encore quelques jours, au Panthéon, à Paris, un commissaire a été aspergé d'un produit inflammable. Donc il y a là des individus très dangereux, très déterminés. Et je suis aussi inquiet des menaces à l'égard de personnalités qui sont favorables au mariage pour tous, ou qui s'opposent au mariage pour tous et qui font l'objet d'une protection. Effectivement, Brigitte Bardot, par exemple, se dit aujourd'hui pas certaine d'aller à la manifestation dimanche. Elle craint pour sa sécurité. Est-ce que vous pouvez la rassurer? Elle sera évidemment protégée. Mais je veux rappeler aussi qu'il y a eu des mots à chaque étape du débat, au moment de la présentation de les lois, du débat à l'Assemblée ou au Sénat, après la décision du Conseil constitutionnel, des mots qui consistent à contester et le choix du Parlement et la décision du Conseil constitutionnel. Donc tout le monde doit faire preuve de mesure et de responsabilité. Cette loi a été votée par le Parlement, elle a reçu l'accord du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, cette loi, elle doit s'appliquer. En tout cas, soyez certains que les forces de l'ordre font tout pour que cette manifestation se passe bien, et je ne tolérerai aucune mise en cause des forces de l'ordre et de la loi républicaine. Oui, on se souvient de la polémique après la manifestation du mois de mars autour de l'Arc de Triomphe et des Champs-Élysées. Oui, mais malheureusement, ce qui se déroulait à l'occasion d'autres manifestations, d'autres événements liés à cette contestation du mariage pour tous, montrait bien que nous avions face à nous des individus qui étaient dans la provocation et dans la contestation de l'ordre républicain. Ma place comme ministre de l'Intérieur, au sein de ce gouvernement, et c'est le rôle évidemment de ce gouvernement, c'est d'assurer l'ordre républicain qui est nécessaire, fondamental pour la démocratie et pour le progrès social. Merci beaucoup Manuel Valls d'être venu sur notre plateau pour parler de ces deux questions importantes de sécurité intérieure. Merci à vous. Voilà, c'était donc Manuel Valls, une interview enregistrée il y a quelques minutes. On revient en direct sur l'antenne de Public Sénat avec deux sénatrices qui nous ont rejoints sur ce plateau. Tout d'abord, Joëlle Garriaud-Maylam, bonjour, sénatrice UMP, représentante des Français de l'étranger. Vous avez interpellé tout à l'heure le gouvernement sur cette question des cours en anglais dans l'enseignement supérieur, alors que la mesure du projet de loi a été adoptée ce matin par l'Assemblée nationale. On va en débattre avec Dominique Gillot pour le Parti socialiste. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc l'article 2 du projet de loi de Geneviève Fioraso, la ministre de l'Enseignement supérieur, a donc été adopté ce matin. Est-ce que c'est bien, Dominique Gillot, que les universités puissent finalement organiser les cours comme elles le souhaitent de ce point de vue de l'anglais pour notamment attirer des étudiants étrangers?
Alors d'abord, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas uniquement de l'anglais, il s'agit d'autoriser des cours en langue étrangère, de préciser un des articles du Code qui prévoit déjà des exceptions à la loi Toubon pour permettre des enseignements en langue régionale ou en langue étrangère. Et là, On sait que c'est déjà le cas, par exemple, dans les écoles de commerce. Ah ben oui, mais c'est le cas dans les écoles de commerce qui échappent justement à ces exceptions. Et je pense que c'est une mesure de justice sociale, justement, que les universités puissent aussi organiser ces cours en langue étrangère pour permettre aux étudiants étrangers, justement, qui ne se maîtrisent pas bien le français, de pouvoir rentrer dans un bain de culture francophone avec une assurance de bien comprendre les cours au début. Et c'est une mesure de modernité et de progrès social. Joëlle Garriaud-Maylam, vous vous êtes opposé à cette mesure. Vous n'entendez pas cet argument justement pour attirer les étudiants étrangers? Absolument pas. Parce que de toute façon, les cours en langue étrangère, ils se font déjà. Et moi, ce qui me gêne, c'est l'aspect symbolique. Vous savez, la politique, c'est aussi du symbole. Il faut faire très attention à notre image à l'international et vraiment inscrire dans la loi que dorénavant, nos universités pourront donner des cours en langue étrangère. Est-ce que ça ne relève pas de notre image à l'international d'ouvrir un petit peu les portes de nos universités, de nos grandes écoles à des langues étrangères? Encore une fois, cela se fait déjà. Et donc, le principe de réinscrire cela dans la loi me paraît tout à fait inutile. Et par contre, ce que je voudrais dire, c'est que l'attractivité de nos universités, ce n'est certainement pas par des cours d'anglais que cela se manifeste. Écoutez, moi je suis sénateur des Français de l'étranger. Je vais partout dans le monde. Je suis moi-même un produit partiellement de l'enseignement étranger. J'ai étudié, j'ai enseigné dans des universités américaines, mais aussi tchèques. Et je trouve que un facteur essentiel de nos universités, de l'attractivité, c'est justement le français, parce que nous nous ouvrons ainsi sur toute une ère économique francophone, et ces étudiants qui dépensent de l'argent pour aller étudier le français dans les instituts français, dans les alliances françaises, dans nos lycées, ne le feront plus s'ils savent que maintenant, en France, on pourra aussi avoir des cours en anglais ou dans une autre langue. Très honnêtement, c'est très grave. Moi, je suis en faveur du multilinguisme. Je me bats pour ce multilinguisme depuis toujours, depuis bien avant mon arrivée au Sénat. Mais le français, c'est aussi une langue essentielle que nous devons défendre. Et à l'heure actuelle, le signal est profondément négatif. Dominique Gillot, vous comprenez les arguments de Joëlle Garriaud-Maylam, qui effectivement, comme elle l'a rappelé, est un produit un peu international ici en France, de par son parcours personnel. C'est une polémique qui n'avait pas lieu d'être, mais enfin c'est intéressant parce que ça a permis justement de donner un éclairage positif sur ce débat sur la refondation de l'enseignement supérieur et de la recherche et sur sa volonté de s'adapter à la modernité, de rentrer dans son temps. Il s'agit effectivement de favoriser le multilinguisme, d'accueillir des enseignants et des enseignants-chercheurs, des chercheurs qui enseignent leur matière dans une langue étrangère dans laquelle ils ont une plus grande maîtrise que si on les obligeait à enseigner en français. Et les étudiants vont bénéficier aussi de ce multilinguisme qui les prépare à la mobilité internationale. Alors c'est à la fois une mesure d'attractivité pour les étudiants étrangers francophiles mais non francophones qui bénéficieront aussi de cours de français langue étrangère et qui pourront améliorer leur niveau. Et puis c'est aussi une mesure intéressante pour les étudiants français qui va leur permettre de participer très librement à des cours en langue étrangère. Alors évidemment, on parle beaucoup de l'anglais, mais ce n'est pas que l'anglais, ça peut être l'allemand, ça peut être le portugais. Et je pense que c'est vraiment... La mesure ne concerne que 1% globalement des cours. Oui, c'est pas imposé, il ne s'agit pas d'imposer les cursus en anglais, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure aux questions d'actualité. Il s'agit de sécuriser les procédures qui sont déjà mises en place et de mettre les universités au même rang d'égalité que les grandes écoles qui font la promotion de leurs cours en langue étrangère comme un élément d'attractivité. Et juste pour finir, Joëlle Garriaud-Maylam, c'est vrai que dans certains domaines, je pense notamment aux sciences, la langue universelle est déjà l'anglais.
Écoutez, la langue universelle est l'anglais parce que nous le voulons bien, parce que nous n'avons pas le courage d'utiliser notre langue. Et moi, je suis attristée, effarée, quand je vois des Français qui vont s'exprimer dans un très mauvais anglais, alors qu'il y a des interprètes, mais qui n'utilisent pas leur langue. Et je crois que se battre pour la francophonie, c'est un combat de tous les jours. Nous sommes en train de le perdre, en particulier avec des mesures comme ça. Une inscription dans la loi, c'est une erreur fondamentale. Nous n'avions pas à le faire, cela se pratique déjà. Il est évident que des enseignants, des chercheurs invités peuvent s'exprimer dans leur langue maternelle, pourquoi pas. Nous avons besoin de cours intensifs de langue à l'université, dès le primaire, mais franchement, inscrire cela dans la loi, c'est vraiment une erreur fondamentale. C'est un signal terrible pour tous ces francophones qui se battent pour le français et qui nous reprochent de baisser les bras, d'abandonner, de renoncer. Donc nous continuerons à nous battre au Sénat lorsque cette loi arrivera. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau cet après-midi. Et effectivement, le projet de loi arrivera au mois de juin ici au Sénat. Et donc cet article 2 autour des cours en langues étrangères dans l'enseignement supérieur sera âprement discuté, je l'imagine, ici aussi au Sénat. Merci d'être venus. On va maintenant accueillir Maurice Antiste, sénateur socialiste de la Martinique, puisque le Sénat a adopté cette semaine un texte important, un texte qui met fin à des pratiques discriminatoires en matière alimentaire en Outre-mer. Vous ne le saviez peut-être pas, mais par exemple, les produits sont plus sucrés en Outre-mer. Les dates de péremption sont allongées. Maurice Antiste, bonjour, merci d'être avec nous. Première question, j'ai envie tout simplement de vous demander pourquoi les produits étaient plus sucrés en Outre-mer qu'en métropole. Ben écoutez, j'ai presque envie de vous renvoyer la question, mais vous me direz que vous êtes là pour interroger. En tout cas, ce n'est pas, c'est une anomalie, mais ce n'est pas en tout cas la partie qui nous a le plus intéressé. Ce qui nous a le plus intéressé, c'est surtout la partie DLC, c'est-à-dire date limite de consommation. Et là, il y avait une véritable disparité. Un exemple, notamment sur les produits laitiers, en particulier sur les yaourts. Le même yaourt produit ici en France, eh bien, ne comportait pas la même date de limite de consommation qu'arrivait en Martinique. Donc il y avait une disparité. Tout ça pourquoi? Pour des délais de voyage, d'acheminement de la métropole vers l'outre-mer? Mais non, mais ce qui est sûr pour des problèmes de commercialisation. Pour des problèmes ce qui est surprenant, c'est le même yaourt produit le même jour et produit au même endroit, de dates différentes. Donc nous avons interpellé le gouvernement pour qu'il y ait une cohérence dans ces dates. Parce qu'il y avait des conséquences aussi en matière de santé publique. Forcément, parce que nous produisons également, la Martinique produit aussi, est gros producteur de yaourt. Donc il y avait un problème de disparité et donc d'illégalité presque dans la concurrence. Et donc nous avons demandé qu'on y mette bon ordre. Alors quand ce texte qui a été adopté cette semaine par le Parlement va entrer en vigueur en Outre-mer? Au plus tôt, là non plus, nous ne sommes pas maîtres des calendriers, des décrets. Enfin, nous l'avons voté. Heureusement, ça fait un moment qu'on en parle. Et je dois dire que je suis assez content parce qu'au mois de décembre, j'ai eu l'occasion d'écrire à 2 ministres pour attirer leur attention. Je suis content qu'aujourd'hui, à l'occasion de cette loi sur l'alimentation, eh bien, qu'ils aient jugé bon faire rentrer cette préoccupation de la DLC dans ce texte sur l'alimentation en Outre-mer. Et je suis donc assez satisfait. Merci beaucoup Maurice Antiste d'être venu sur notre plateau pour parler de cette discrimination entre la métropole et l'Outre-mer qui n'était pas forcément bien connue de tout le monde. Voilà, et maintenant nous allons retrouver sur notre antenne une audition de la mission d'information autour de la viande, une mission constituée après le scandale de l'affaire du cheval. Et cette mission se penche cet après-midi sur les questions d'abattage rituel. Voilà, je vous propose de suivre tout de suite ces auditions sur notre antenne. Merci de nous avoir suivis.